relations homme-animal? C'est moi, voilà. Les relations homme-animal. Eh bien, nous allons nous intéresser à la question « Faut-il tuer pour manger ?» Ah, d'accord, monsieur Ranu. Vous pensiez à quoi, Berthier? Ah, mais moi, je pense pas, monsieur Ranu. Ouais, continue comme ça. Berthier, on en parle tout de suite du fond ou... Non. Bon, ok, pas grave. Depuis le 19e siècle, la science est formelle. L'homme est un animal comme les autres. Ce précieux enseignement, que beaucoup pressentaient déjà bien auparavant, semble avoir petit à petit aiguisé notre sensibilité. La souffrance animale nous émeut, et plus que jamais dans l'histoire de notre civilisation, l'animal est devenu un sujet politique sérieux. Certains manifestent en son nom, d'autres se mobilisent pour que la justice lui donne des droits. Et de plus en plus de citoyens semblent opter pour un régime alimentaire sans viande ou sans produits provenant des animaux. Et pourtant, l'homme en tant qu'espèce est un animal omnivore, et il est clair que la viande fait partie de notre alimentation depuis des milliers d'années. L'évolution a fait de nous des prédateurs comme les autres. Notre goût pour la chasse et la traque, que l'on retrouve aujourd'hui dans les films à suspense, est un exemple de cette partie de nous que nous occultons souvent. Alors, sous quel angle faut-il prendre la question de la condition animale? Serons-nous à l'avenir tous végétariens? Quel droit faut-il ou ne faut-il pas accorder aux autres espèces animales? Vous allez voir, ça va nous faire du bien cette excursion. Ça va vous faire du bien. Hop, on y va? Et vous, monsieur Ranu, vous prenez rien? Si, vous avez tout. Arrêtez de lambiner, Berthier. La nature nous appelle. Si la question du végétarisme est assez centrale aujourd'hui, l'homme n'a pas attendu le XXIe siècle pour s'interroger sur la condition animale. Dès l'Antiquité, en Grèce et dans l'Empire romain, le débat était déjà engagé entre ceux qui deviendront plus tard les grandes figures de la philosophie occidentale. L'un des premiers à s'exprimer sur le sujet est Pythagore. Plus connu aujourd'hui pour la découverte d'un des plus grands théorèmes de l'histoire des mathématiques que pour ses réflexions philosophiques, le grec a eu une influence colossale sur la pensée occidentale. Aucun ouvrage du philosophe n'a jamais été retrouvé, mais sa pensée se retrouve dans les ouvrages de ses successeurs, qui le font parler plusieurs siècles après sa mort. Souvent indigné par la cruauté humaine, Pythagore prône le végétarisme, expliquant qu'il y a une communauté non seulement réciproque vis-à-vis des dieux, mais aussi vis-à-vis des animaux qui n'ont pas le don de la parole. Le philosophe va même jusqu'à faire de l'exécution des animaux un meurtre, un crime consanguin commis à l'encontre de nos plus proches parents. Oh, le grand air! Profitez un petit peu de toutes ces merveilles que la nature nous offre, Berthier. Je profite, monsieur Ranu. Je profite bien. Allez, fini la pause. Et hop! Après lui, d'autres philosophes comme Aristote, Théophraste ou Porphyre, ou même des courants religieux comme l'orphisme, dérivé du mythe d'Orphée, s'évertueront à mettre humains et animaux sur un pied d'égalité. Dans le même temps, un mouvement plus anthropocentré voit le jour, qui met l'humain au centre de tout et place les autres créatures au rang de ressources disponibles. Cette pensée commence par les thèses stoïciennes, propagées en masse dans l'Antiquité par le biais du romain Cicéron. Pour qui donc peut-on dire que le monde a été fait? Assurément, pour tous les êtres vivants qui usent de raison. Tels sont les dieux et les hommes. Avec cette simple phrase, Cicéron enlève aux animaux tout droit de justice et même de considération morale. C'est ici que nous allons camper, Berthier. Oui? Vous pouvez poser les affaires. Oui? Moi, je vais m'occuper du campement et vous nous trouvez à manger. Oui? Par la suite, les religions monothéistes ont repris ces thèses et se sont mises à imposer la conception d'un homme supérieur aux animaux, car doté d'une âme éternelle. Les premiers textes religieux peuvent être qualifiés de spécistes, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'espèce humaine possède des droits moraux supérieurs à ceux accordés aux autres espèces. Au Moyen-Âge, certains n'hésitent pas à reprendre les textes d'Aristote qui traitaient d'organisation des espèces pour décrire l'existence dans le vivant d'une grande chaîne des êtres qui se termine au sommet par le chrétien, créature suprême parmi les êtres vivants.
Cette vision dominera les débats pendant plusieurs siècles. Jusqu'au XVIe siècle, notre relation à l'animal est donc principalement déterminée par une vision judéo-chrétienne du monde, qui met l'humain au-dessus de toute autre créature. Au XVIIe siècle, le philosophe français René Descartes, père de la méthode scientifique et célèbre pour sa formule « Je pense donc, je suis », enfonce un peu plus le monde des animaux en déniant toute âme spirituelle aux bêtes et donc toute sensibilité. Pour lui, l'animal est réduit au statut de simple rouage d'une gigantesque machine créée par Dieu pour l'homme. Cette vision sera appuyée à la fin du XVIIe siècle par le père Malebranche, qui justifie l'utilisation des animaux par l'homme par le fait que la bête ne serait qu'un vague outil, dénué de sensibilité et donc incapable de souffrir. Il n'y a donc aucun mal à les tuer pour assouvir certains de nos besoins vitaux. Malgré cette pensée anthropocentriste dominante, la Renaissance servira également de terreau pour une révolution qui, au XIXe siècle, mettra l'humain et les autres animaux sur un pied d'égalité. Cela passe d'abord par Michel de Montaigne, qui dès le XVIe siècle remet en question la supériorité de l'homme. Nourri par des auteurs anciens, Montaigne déconstruit l'anthropocentrisme, dans lequel il voit surtout un énorme manque de compréhension des animaux. En affirmant que ces derniers ne possèdent pas de langage, on met surtout en lumière notre grande ignorance de leur mode de communication. Il faut donc commencer par en apprendre plus sur les animaux plutôt que de les mépriser. Ce sera également le grand cheval de bataille de nombreux philosophes et naturalistes, de la Métrie à Schopenhauer en passant par Condillac. Petit à petit émerge la vision d'une communauté d'animaux, humains compris, partageant une caractéristique commune, la sensibilité. Et puis, en Angleterre au XIXe siècle, se dessine une compréhension nouvelle du monde vivant. Dans l'origine des espèces, Darwin met enfin en place une théorie scientifique dans laquelle l'homme est un animal parmi d'autres. Sur Terre, où les ressources naturelles sont limitées, les êtres vivants sont en compétition pour la survie et évoluent au fil des générations. Dans ce paradigme, seuls ceux dotés de caractères avantageux seront aptes à survivre. Une bonne fois pour toutes, la science affirme qu'il n'existe aucune différence de nature entre l'homme et les autres animaux. Malgré tout, si la révolution darwinienne a eu une influence considérable sur les sciences et la société, elle n'a pas suffi à abolir la consommation de viande. Au cours du XXe siècle, les processus d'élevage et d'abattage du bétail ont pris un tournant industriel, qui a plus que jamais mis le consommateur à distance de l'acte de tuer. Cette stratégie permet à la plupart d'entre nous de trouver une solution au paradoxe du carnivore, qui souhaite se nourrir de viande et ne supporte pas l'idée de la bête morte. Bon, nous allons faire une petite expérience, Berthier. Regardez cette image. On passe à la suite. Le consommateur peut donc continuer à manger de la viande sans voir ni même penser à la souffrance animale qui se passe bien loin de chez lui, dans des locaux fermés. D'un autre côté, de nombreuses vidéos révèlent un peu plus chaque jour les coulisses peu glorieuses de ce système de production. Poules pondeuses entassées dans des cages minuscules, maltraitance des bœufs avant leur passage à l'abattoir, porcins qui ne voient jamais le jour. Les exemples sont légion. Soutenu par des associations, des philosophes ou de nombreux artistes, le mouvement végétarien, qui interdit la consommation de viande, n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui. Idem pour le mouvement vegan, qui interdit toute pratique de consommation issue d'animaux vivants ou morts. Toutes. Tout? Eh oui, toutes. Même le beurre? Toutes, Berthier. En philosophie, le mouvement antispéciste porté par l'Australien Peter Singer et qui s'oppose à toute supériorité des humains sur les animaux est également de plus en plus en vogue. D'autant que l'élevage de bétail n'est pas sans conséquence sur l'environnement. L'élevage des bovins destinés à être mangés par l'homme dégagerait plus de dioxyde de carbone que les voitures sur l'autoroute le week-end. Tuerons-nous encore des animaux dans un siècle pour nous nourrir? Écoutez, ça, je n'en sais rien parce que je ne suis pas voyante, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des éléments qui peuvent faire penser qu'effectivement, on consommera moins de viande, et d'autres, au contraire, qui tendent à faire penser qu'on consommera autant. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle « nous », parce que c'est vrai que dans les pays développés, par exemple européens, mais aussi peut-être aux États-Unis, alors il y a une tendance un peu en faveur du végétarisme, donc ça tend à faire diminuer la consommation de viande, mais en même temps, au niveau mondial, c'est plutôt le contraire. Il y a un peu une explosion de la consommation de viande, du fait que certains pays qui n'en consommaient pas beaucoup, ils prennent goût et du coup font
augmenter cette consommation. Pourrait-on accorder facilement des droits aux animaux? Dans notre conception actuelle du droit, on imagine que pour avoir un droit, il faut pouvoir par exemple le défendre, il faut soi-même pouvoir respecter des droits pour en avoir. Et donc il y a toujours l'idée qu'il y a une espèce de contrat. Et donc il faut dépasser cette idée, parce que dans ce cas-là, on voit bien que les animaux ne peuvent pas avoir de droits. Mais je crois que la difficulté, c'est de passer à une autre étape, parce que pour l'instant, les droits, c'est plutôt les droits qui évitent des mauvais traitements ou des souffrances. Et ce qui serait beaucoup plus difficile à faire admettre, c'est le droit à la vie, le droit justement à mener une vie en quelque sorte digne de ce nom et d'être ce qu'on appelle un sujet, le sujet de sa propre vie. Peut-on mettre homme et animal dans notre société sur un pied d'égalité? Alors là, très honnêtement, je ne crois pas, parce que il y a toute une tradition philosophique occidentale qui est quand même fondée sur la supériorité de l'homme. Alors c'est vrai que ça conduit à certains abus, mais par exemple la notion de personne, elle est traditionnellement rattachée à l'homme et pas à l'animal. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mettre l'homme et l'animal sur un même plan, sur un même pied, pour pouvoir reconnaître un certain nombre de droits des animaux. Vous comprenez, ça ne me semble pas du même ordre. Alors, l'avenir de l'homme sera-t-il au végétarisme? Peut-être. Finirons-nous par accorder des droits aux animaux? Pour certains, cela ne fait plus aucun doute. Vous voulez dire, monsieur Ranu, qu'on serait dans un monde où tout le monde serait libre, égaux? Ce serait magnifique! Mais enfin Berthier, vous n'êtes pas végétarien? Non, j'aime trop le jambon pour ça, c'est dur de résister. Ouais, moi c'est pareil. Hein. C'est dur de résister.